Allez, on se retrouve pour l'histoire de Uber, comment ils ont fait pour pivoter, trouver leur marché, comment ils ont fait pour croître, comment ils ont fait pour devenir plus matures et comment ils ont explosé dans différentes solutions pour croître toujours plus. Alors, je ne vais pas vous faire trop languir, on va essayer d'aller rapidement. Alors, 2009, les débuts. Au début, c'était Uber Uber Cab, c'est pour dire taxi en anglais. Enfin, c'est un des mots de taxi en anglais. Et ils offraient donc un service exclusif pour les clients que c'était une alternative au taxi traditionnel. D'où le fait aussi de rappeler le mot taxi. Infrastructure bien sûr manuelle, hein, la technique n'était quasiment pas là, quasiment tout était en manuel. Au début, c'est normal, et ils reliaient donc les chauffeurs et les taxis de manière relativement basique par téléphone principalement. Je sais plus s'il y avait des radios, mais ils étaient relativement limités là-dessus. Donc pour le coup, ils ne pouvaient pas vraiment grossir, ils étaient un peu bloqués où ils étaient. Donc ils ont essayé surtout de viser le service client avant tout. Ils voulaient absolument que le service soit impeccable. C'était en tout cas le maître mot qui était donné au chauffeur. 2012, alors là on est passé quand même de 2009-2011, on passe à 2012, donc déjà 3 ans après seulement, ils font une extension des services, introduction des options abordables comme UberX, qui sont des voitures un peu moins chères. Alors je ne suis pas un grand utilisateur d'Uber, donc je ne peux pas vous aller beaucoup plus loin, mais de ce que j'ai vu, on avait quand même des voitures, enfin, des voitures, des berlines et autres, dans des tailles et des qualités de voitures qui descendaient, ce qui permettait d'avoir des prix un peu plus bas. Faut savoir que Uber, contrairement à les taxis, par exemple, n'ont pas de prix fixe global, c'est des prix par chauffeur et par véhicule. Donc on va attirer un public un peu plus large parce que justement on peut mettre moins d'argent, donc ça peut être plus facile d'accès tout simplement. Et ils vont aussi, ce que je disais à l'instant, utiliser des tarifications dynamiques. Alors du coup c'est pas des prix fixes, c'est comme je disais, mise en place de la tarification dynamique en temps réel, optimise les revenus en fonction de l'offre et de la demande. Donc c'est vraiment un peu inédit hein, pour ce genre de choses. Assez, ça aurait pu être un risque, et pour le coup, ils en sont plutôt pas trop mal sortis. Euh, et vraiment, si vous avez des besoins, c'est vrai que s'il y a un gros creux, ça peut être extrêmement pratique. Le système de navigation et de routage, donc ils ont commencé à améliorer énormément les systèmes de navigation et le proposer pour, pour simplifier les choses, en fait, ils ont qu'est-ce qui était le plus critique dans le véhicule, enfin qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour améliorer finalement le confort de conduite et autres. Et ils se sont dit que c'était sûrement la meilleure solution qu'ils pouvaient faire. Alors, ils auraient pu faire d'autres choses. En vrai, on a déjà de très très bons systèmes qui marchaient pas si mal, surtout même en 2012. Hein. Donc ça a été un choix. Ils ont mis pas mal de choses par-dessus derrière. Et surtout, eux, ce qu'ils voyaient, c'est qu'ils allaient pouvoir intégrer plein d'autres choses, comme le fait de pouvoir se router, de prévoir plusieurs personnes à prendre au fur et à mesure, et avoir tout le trajet de bout en bout de tous les utilisateurs. Donc pour le chauffeur, moins de questions à se poser, moins de choses à faire, et ils allaient pouvoir accepter ou refuser les demandes facilement et rapidement. Les sécurités de gestion, introduction, bien sûr, automatisée, bien sûr. On va commencer à vérifier qui est qui. Ça a été fait assez rapidement. En général, on le fait même potentiellement plus loin après, mais c'est une bonne manière de monter la confiance d'un côté et de l'autre. Je ne crois pas que ce soit. Je crois que c'était un peu quelques années après où il y a commencé à avoir des problèmes aussi, mais ils ont voulu dès les premiers problèmes qu'il aurait pu y avoir, ils ont commencé à sécuriser pour justement empêcher ça. Et tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Faut pas le faire trop tôt, parce que sinon vous allez prendre énormément de temps pour pas grand chose. Mais c'est intéressant à avoir quand même. Alors on passe à 2015, donc là on est 6 ans après, c'est ça, 6 ans après la création de la boîte. On y est déjà. Donc, ils vont commencer à migrer vers du cloud pour la scalabilité de l'entreprise, hein, parce qu'en fait, là, on va commencer à avoir pas mal de demandes, et surtout des pics de demandes qui sont impressionnantes. Ils ne peuvent plus gérer avec l'infrastructure, il faut donc migrer vers un cloud qui peut supporter la charge que eux n'ont. Et ils peuvent permettre déjà des données à demande croissante. Euh, oui, d'ailleurs, il manque un E, mais c'est pas grave. Le machine learning, donc une fois que. Alors c'est un peu récurrent dans pas mal d'entreprises comme ça qui commencent à devenir matures. Si on sort le machine learning,
Au début, on faisait un peu manuellement, on recommande des choses, on va essayer de sentir un petit peu à l'instinct. Une fois que vous avez assez de volume utilisateur, et seulement quand vous avez un volume utilisateur suffisant, vous pouvez commencer à sortir la carte du machine learning, et c'est là où vous pouvez personnaliser l'expérience d'une manière ou d'une autre en fonction des utilisateurs. Mais il vous faut cette base de connaissances avant. Si vous voulez personnaliser dès le début, en général, vous allez taper un mur. Voilà. Euh, on va faire simple, c'est pas forcément conseillé de le faire trop tôt. L'expansion à l'international, c'est là où ça a commencé aussi à exploser pour eux, c'est qu'ils ont explosé les marchés et ils ont eu des méthodes d'expansion extrêmement agressives. Ils ont essayé de réduire les prix, ils ont essayé de mettre les subventions, ils ont essayé de mettre pas mal de choses pour être les meilleurs localement, devenir connus et devenir un réflexe, puis remonter les prix tranquillement, comme le font la plupart des entreprises qui vont comme ça, qui ont un monopole, enfin qui veulent gagner le monopole rapidement. Les services diversifiés, donc on a les débuts de la maturité, donc ils ont commencé à se dire, ok, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre en parallèle de ça? Alors, Uber Eats, je pense que tout le monde connaît à peu près, donc livraison de nourriture, de plats en tout genre, assez rapidement. Au début c'était en vélo, maintenant c'est un petit peu en tout, je crois qu'on a voiture, scooter, moto, vélo, tout ce que vous voulez. C'est très variable, ça dépend des gens. Après, vous avez donc Uberpool qui permet de monter à plusieurs enfin, partager un trajet à plusieurs. Donc pour diminuer les frais, bien sûr, donc diminuer les prix, donc pouvoir avoir un public plus large aussi potentiellement. Et vous avez aussi Uber Rush qui lui permettait d'envoyer enfin je crois qu'il permet encore d'envoyer des colis. Donc c'est plus pour une personne, pour le coup c'est pour des colis qu'on va envoyer, enfin en tout cas des affaires physiques qu'on va envoyer d'un point A à un point B. Donc voilà. Comment on fait pour on a un pool de chauffeurs, qu'est-ce qu'on peut faire de plus avec eux, plus de monde, plus de choses différentes. Alors Uber Eats a finalement été assez différent parce que pour le coup c'est un pool totalement différent de chauffeurs, mais ils ont l'infrastructure, ils ont la connaissance et ils ont la manière de pouvoir gérer ça. Et c'est ça qu'ils ont vu comment ils pouvaient investir plus largement. Et on passe à 2018, donc on est seulement 9 ans après. Ils vont commencer à faire des véhicules autonomes. Donc on le voit, alors on va pas encore beaucoup le voir en Europe, et c'est encore assez limité même encore aujourd'hui. Mais les véhicules autonomes, enfin, pour eux, ça vaut un coût, un potentiel énorme parce qu'ils n'ont pas de chauffeur à payer. Donc c'est des frais beaucoup moindres, forcément. Maintenant, la qualité, il faut qu'elle soit là, on est d'accord. Mais ça, clairement, ça va être un avenir, hein. Ça va être un avenir qu'on va voir relativement rapidement arriver. On l'espère, on verra bien. En tout cas, c'est un pari qu'ils ont fait comme les Google Cars, par exemple, ou des Tesla, ou je ne sais quoi d'autre. Beaucoup de constructeurs automobiles sont partis vers les voitures autonomes, et on va voir ce que donnera le futur. L'intégration de l'IA, l'utilisation de l'IA pour optimiser les correspondances et les prévisions à la demande, on est sur la prévision, donc les outils qu'on a de prévision sont relativement fiables dès qu'on a un volume suffisant pour apprendre. Je le répéterai jamais assez, l'IA a besoin de volume. Si vous voulez une image pour vous faire comprendre ça, un enfant de 6 ans, il va avoir trois chats, enfin il va avoir un chat, il va comprendre ce qu'est qu'un chat, il va comprendre l'abstraction d'un chat. Pour que des outils d'IA aujourd'hui comprennent ce qu'est qu'un chat, il va falloir lui proposer 1000, 10 000, 100 000 images d'un chat. Et là, il va commencer à comprendre ce que c'est que le concept de chat. Il lui faut du volume. Ça pourra changer plus tard. Si c'est le cas, tant mieux. J'aimerais bien avoir tort là-dessus. Et ils sont partis maintenant sur les optimisations logistiques. Donc, ils l'ont fait tout du long forcément, mais ils ont pris des décisions plus lourdes pour optimiser tout ça. Et ils ont mis des gros moyens sur ces années-là pour justement réduire un maximum le temps d'attente et optimiser les trajets un maximum. Les services multiples, donc ils ont fait l'inclusion vélo, scooter électrique, services de transport en commun intégrés. Alors, je n'ai pas vu ça personnellement encore, mais quand j'ai vu ça, assez intéressant en tout cas, de lancer vraiment une gamme beaucoup plus large. Je sais pas ce que ça va donner pour eux. Je sais même pas quand est-ce qu'on pourra le voir nous-mêmes d'ailleurs. J'imagine que certains d'entre vous l'ont déjà vu, tant mieux. Moi, comme je disais, je suis pas forcément utilisateur de Uber, donc euh, je suis assez curieux, mais c'est vrai que ça pourrait être utilisable facilement. Enfin, j'ai déjà fait utiliser, bien sûr, mais il y a pas si longtemps.
L'infrastructure résiliente, donc ils sont partis, ils ont fait du serverless à fond, on en revient, mais ils ont surtout optimisé un petit peu pour la résilience, à avoir un peu plus de choses différentes, et surtout la redondance. Donc s'il y a un service qui tombe, un autre prend le relais, base de données, bref, tous les éléments sont le plus redondés possible, alors le plus, pas possible le plus, mais de redonder autant que possible pour justement il y ait un maximum de d'uptime, donc que les services soient toujours disponibles. Parce qu'il y a eu pas mal de problèmes sur les années 2018 où justement les serveurs pouvaient cracher et les chauffeurs pouvaient ne plus avoir aucun client pendant 1 heure ou 2. Donc pour eux, c'est simplement, ils n'avaient plus de revenus pendant 2 heures. Donc autant pour les clients que pour les chauffeurs, il fallait corriger un peu le tir et ils ont commencé à investir beaucoup aussi là-dedans. Et ils sont rencontrés, ils ont fermé Uber Rush, donc qui était justement pour les colis, donc je confondais juste avant, ils ont bien fermé celui-ci, je me suis dit bien qu'il y en avait un comme ça. Ils se sont dit, ok, ça ne marche pas, un humain c'est plus rentable qu'un colis, donc on ferme Uber Rush. Ça, c'est, pour le coup, c'est des décisions qui sont intéressantes de voir que ça pouvait paraître intéressant, mais en réalité, ça prenait une part de leur marché, donc ils l'ont fermé, pas assez de clientèle et pas assez rentable. Et avec ça, on est pas mal. J'ai pris un peu plus de temps que je pensais, mais c'est pas grave. Les conclusions, je vous donne toujours être prêt à pivoter, changer un petit peu. Alors, ils n'ont pas tant changé que ça au final sur l'offre initiale par rapport à d'autres, mais ils ont fait plein de micro-ajustements autour pour optimiser l'offre et l'offre. La satisfaction client, toujours pareil, hein, on va améliorer les recommandations, on va améliorer l'expérience, on va améliorer les temps de latence, on va améliorer un peu tout ça pour que le client soit le plus content possible et qu'il en revienne. Et enfin, ils ont optimisé pour réduire un maximum les coûts. Et d'ailleurs, si vous êtes dirigeant d'une startup, vous avez peut-être des problèmes de, pour mettre en place de nouvelles fonctionnalités, vous perdez un peu de vitesse parce que les fonctionnalités se mettent de plus en plus de temps à être mises en place, alors que ça ne devrait pas. Tout simplement parce que peut-être que vous avez pris des décisions un peu trop rapidement et que vous avez mis en place des choses où que la technique a prévu l'avenir alors qu'elle n'aurait pas dû. Pour le coup, ça rajoute en complexité et pour le coup, c'est plus compliqué. Je vous propose un call gratuit, vous avez le lien dans la description. Moi, mon but, c'est de vous faire prendre du recul, vous permettre de reprendre un petit peu de vision sur votre projet et on verra si je peux vous aider plus en détail par la suite. Ça pourrait être de l'optimisation, de l'automatisation de process, côté marketing par exemple, ça peut aussi être côté du onboarding d'utilisateurs, ça peut être sur beaucoup d'aspects de ce genre-là, ça peut aussi être du CI, donc ce qu'on appelle du Continuous Integration, on va venir automatiser des tâches que les développeurs font pour qu'ils en fassent moins, pour qu'ils passent plus de temps sur le développement, mais ça peut aussi être comment prévoir de pouvoir pivoter, de pouvoir faire des micros-ajustements qui actuellement ne sont pas possibles à cause de la technique. Et ça se prévoit un petit peu à l'avance. Si plus on prévoit tôt, plus c'est facile le jour où on y arrive. Mais pour ça, il faut savoir quels sont les pivots relativement possibles, en tout cas les axes de pivot possibles pour le permettre. Si on prévoit tous les axes, on n'avance pas. Et c'est pour ça que la technique doit toujours s'adapter au marché et surtout au marketing qu'on veut en faire, à l'offre qu'on veut en faire. Et moi je vous dis à la prochaine et puis à bientôt. Salut.